Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. On va enfin pouvoir continuer notre construction de robots, parce que, je ne sais pas si vous êtes rendu compte, mais les 3 premiers épisodes, on s'est surtout concentré sur la première étape de la fabrication d'un robot. Oui, la première étape. Je vous remets le schéma là, la construction d'un robot. Alors, on a pris 3 épisodes à faire juste la première étape de la fabrication d'un robot, parce que cette première étape est le déplacement, et le déplacement, c'est un peu essentiel à la fabrication d'un robot. Et aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième étape de la fabrication d'un robot lors de lancement, c'est-à-dire mettre un cerveau dans le robot pour qu'il devienne autonome. Et pour ça, on va avoir besoin de ceci, un petit cerveau. Alors ça, c'est le cerveau que moi j'utilise, mais on va pas l'utiliser tout de suite. Enfin, pas tout de suite. On va d'abord commencer plus simple. Parce que ce petit cerveau là, c'est une Raspberry Pi avec plein de choses autour, et c'est, comment dire, pas forcément abordable pour tout le monde. Alors c'est pas abordable déjà d'un point de vue monétaire, parce que ça coûte un petit billet quand même, ce truc-là. Et c'est pas non plus abordable pour tout le monde d'un point de vue technique, parce que c'est quand même un ordinateur embarqué, hein, c'est un Linux là-dedans, et il faut avoir quand même pas mal de connaissances pour se lancer dans ce genre d'aventure. Donc avant de faire ça, on va d'abord commencer sur un Arduino classique. D'ailleurs, à partir de maintenant, dans mes tutos, je vais toujours aborder ça de deux façons différentes. D'une façon d'abord simple, avec une Arduino, avec laquelle je vais vraiment expliciter chaque point pour que vous compreniez comment ça est censé fonctionner. Puis je passerai sur Raspberry Pi, en partant du principe que vous savez déjà comment ça fonctionne, à Linux et du Python. Donc là, je me concentrerai plus sur les côtés, on va dire, fonctionnels, algorithmiques. Bref, la vision globale du code plus que le code lui-même. Parce que bon, voir quelqu'un commenter son code ou coder tout seul dans son coin, c'est barbant, quoi. Donc c'est parti, faisons un cerveau de robot avec notre petit Arduino. Alors à la Coupe de France de robotique, un match est découpé en, on va dire, deux parties principales. Déjà, le match en lui-même, avec toute sa séquence de mouvements à faire, et c'est un peu ce sur quoi les gens se concentrent en premier. Mais il y a surtout la première phase, c'est la phase d'initialisation. C'est la phase durant laquelle on va mettre le robot en place et le préparer à faire son match. Et ces deux séquences sont commandées par ceci, la tirette. La tirette, c'est vraiment l'élément essentiel pour lancer le robot. D'abord, quand on insère la tirette dans le robot, on lance la séquence d'initialisation. Et durant cette séquence, on va faire tout le replacement du robot, le recalage contre le bord, l'enregistrement de la position, enfin, tout ce qu'on a besoin pour mettre en place un match. Et ensuite, quand on va retirer la tirette, là, on va lancer vraiment la vraie séquence de match, donc le robot va faire ce qu'il veut sur la table. Et donc, la première étape, c'est simplement faire fonctionner la tirette avec l'Arduino. Et pour ça, j'ai fabriqué ce petit réceptacle de tirette. Alors, comment il marche? Je mets simplement la tirette dedans et... vous voyez pas, là. Attendez. Sortons la grosse caméra de laboratoire. Vous pouvez donc voir dans le logement tirette qu'il y a un gros interrupteur qui est ici. Interrupteur que la tirette va simplement venir enclencher, puis déclencher. C'est simple, c'est basique, mais bon, il n'y a pas besoin de plus. Ensuite, cette tirette, il faut la brancher sur l'Arduino. Et pour ça, on va utiliser la pin 13 qu'on va mettre en pull-up. Alors le pull-up, on l'a déjà utilisé les épisodes précédents, je ne sais pas si vous en souvenez, sur les codeurs de roues. Alors le pull-up, c'est simplement une petite résistance qu'on va mettre entre le 5 volts et le port pour que le port soit alimenté en permanence. Alors à quoi ça sert? C'est très simple. Notre interrupteur, quand il va fermer le circuit, va passer la pin à 0. Ça pourrait revenir au même si on mettait l'interrupteur et la résistance dans l'autre sens. C'est juste que là, la résistance est directement intégrée à l'Arduino, donc on va pas s'embêter. De plus, vu qu'on l'a mis sur la pin numéro 13, il a la petite diode témoin qui va nous aider. C'est bien que quand le circuit est ouvert et que la tirette n'est pas là, la diode est allumée, et inversement, quand on met la tirette, la diode est éteinte. On teste ça vite fait. Donc là, le circuit est ouvert, la diode est allumée, je mets la tirette, la diode s'éteint, et je la retire, ça se rallume. Alors oui, je sais, comparé à la carte moteur qu'on a fait juste avant, c'est bas niveau, et bon, faut bien démarrer doucement quand même. Et du coup, maintenant, avec cette tirette, on va pouvoir l'implémenter dans le code, avec une petite fonction qui va simplement attendre l'état de la tirette, pour simplement déclencher les différentes séquences de notre match. Du coup, dans notre code, on retrouve plusieurs statuts. Le statut ready, qui dit simplement que le robot est prêt et attend. Le statut d'initialisation, qui va simplement correspondre à la séquence où on remet le robot en place. Et ensuite, le statut match, où on fait notre match. Allez, on implémente ça, et on regarde ce que ça donne. Alors, je suis ready, j'enfonce la tirette, j'initialise, je la retire, je suis en match. Voilà, c'est très simple, on a enfin notre séquencement, maintenant il n'y a plus qu'à mettre des instructions et les faire communiquer à la carte moteur pour que tout soit autonome. Du coup, maintenant, je vais brancher mon petit cerveau sur le robot, le relier à la carte moteur, et on va passer à l'étape suivante, c'est-à-dire communiquer entre le cerveau et la carte moteur. Allez, on sort le robot. Bon voilà, j'ai tout monté sur mon magnifique petit robot. Alors j'ai fait tous les petits branchements que voici, je vous ai fait un petit schéma. Alors, schéma simplifié, toute la partie puissance, vous la retrouverez sur les schémas des épisodes précédents. Ici, on va se concentrer surtout sur cette liaison, la liaison série qu'il y a entre les deux cartes. Alors la première solution pour brancher tout ça, à laquelle on a pu penser, c'est de brancher le port série du cerveau sur la cale d'asservissement. Le problème, c'est que le cerveau, le port série est occupé par le port USB également. Et si on programmait le cerveau sans s'en mêler les pinceaux,
il aura fallu débrancher ce port série régulièrement à chaque fois qu'on veut reprogrammer. Et vu le nombre de fois qu'on risque de reprogrammer le cerveau dès qu'on fera nos tests sur la table, ça va vite être embêtant. Du coup, ce qu'on va faire, c'est prendre un port virtuel. Alors ce port virtuel, on l'utilise déjà entre la carte d'asservissement et le moteur, et du coup, niveau code, ça se ressemble à ça. On a le port virtuel d'ouvert, toujours à la même vitesse, et le premier test que l'on va faire, c'est simplement de voir tout ce qui vient sur ce port virtuel et nous le renvoyer dans le debug pour voir si on a bien tout ce qu'il faut. Et du coup, ce qu'on va avoir, c'est la carte d'asservissement qui remonte la position aux cartes cerveau, qui la renvoie dans le debug. Allez, du coup, on compile, on envoie, et on regarde ce que cela donne. Connecté. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bien, alors parlons un peu d'architecture des microcontrôleurs. Alors un microcontrôleur est composé de plusieurs éléments. Il y a le programme principal, celui que l'on code et avec lequel on interagit, mais il y a également plusieurs autres petits éléments comme la mémoire ou, par exemple ici, la gestion du port série. Et comment fonctionne cette gestion? On a un petit contrôleur qui écoute en permanence ce qui arrive sur le port série et qui met tout en mémoire tampon, on appelle ça un buffer. Ensuite, le programme principal, lui, va simplement aller lire ce buffer. Ceci permet au programme principal de faire sa routine, tout en ayant des infos qui remontent par le port série et éviter que ça se télescope en permanence. Et ça évite aussi de perdre des données. Or, nous ici, ce qu'on a, c'est pas un vrai port série, c'est un port série émulé. Alors, autant pour l'envoi de données, on sait émuler les 1 et des 0 qu'on peut envoyer, autant pour la lecture, on n'a pas de buffer. Du coup, on lit n'importe quoi. Et après avoir lu la doc, effectivement, les ports série émulés, ça lit très mal et il conseille même de ne pas le faire. Donc là, on a plusieurs choix possibles. Soit on prend une carte Arduino qui a plus de ports série, il en existe pas mal, soit on trouve une autre solution. Alors moi, ma solution, c'est de modifier le code de la carte d'asservissement. Actuellement, la carte renvoie via le port série la position du robot, suivi de 1 ou de 0 pour dire si oui ou non il a fini son mouvement. La modification est très simple, en plus du 1 ou du 0, on allume le port 13, vous savez, le port sous lequel il y a la diode, celui qu'on utilisait juste avant. Il ne reste plus qu'à brancher ce port 13 sur la carte cerveau et de scruter régulièrement pour voir si la carte cerveau a terminé ou pas son mouvement. Alors, je viens de faire un petit branchement sur le port numéro 8. Et j'ai modifié le programme pour que ça ressemble à ça. Dans ma fonction de commande moteur, j'envoie un petit debug, parce que c'est toujours bien de savoir ce qui est envoyé à la carte moteur. Ensuite, j'envoie la commande à la carte moteur, j'attends un petit peu le temps que ça se mette en branle. Et ensuite, tous les dixièmes de seconde, tant que je suis pas arrivé au bout, je regarde le statut du port 8. Et je l'envoie dessus en debug, histoire de voir ce que ça rend. Et maintenant, on va enfin pouvoir faire une séquence de match, pour tester, dans laquelle on va juste faire une recalibration arrière. Et cette séquence, elle est très simple. Dès qu'on met la tirette, on passe en initialisation et on fait un C-. Le moteur va tourner, enfin, il est censé tourner, mais bon, il n'est pas alimenté, donc il ne va pas tourner. Et une fois que la carte d'asservissement a arrêté de bouger, elle renvoie 1, et nous, on attend simplement de retirer la tirette pour passer en mode match. Allez, on essaye ça et on regarde ce que ça donne. Alors, petite précision, juste avant de faire le test, j'ai remis la caméra pour voir la diode de la pin numéro 13 pour que vous sachiez quand est-ce que le signal est envoyé ou pas au cerveau. La carte est ready, donc elle est prête pour l'initialisation. Je mets la tirette, je l'enfonce, envoie un C-. Ah, c'est déjà terminé. La carte d'asservissement nous a dit qu'elle avait fini son calage. On a capturé le 1 et on en attend de retirer la tirette. Et quand on retire la tirette, on passe en mode match et c'est parti. Évidemment, on reçoit que des 1 parce que on n'envoie pas d'ordre et voilà. Bien, vu que tout ceci fonctionne, on va pouvoir faire un petit test sur table. Alors, je vous ai mis un petit programme pas piqué des hannetons, comme on dit. C'est quoi cet accent dégueulasse? Allez, je l'envoie. Et on teste ça sur la table. Là, je vais même prendre ça pour bien vous préciser tout. Allez, c'est parti. Bien, faisons un premier essai sur la table. Or, je rappelle que ma table est quadrillée ainsi. Nous avons les axes X ici en rouge, Y en vert et l'origine ici en 0. Alors, pour le premier test, nous allons commencer par faire simple. On va se recaler contre le bord de la table et mettre une position de 12,40. Alors pourquoi une coordonnée de x égale 12 et pas 0, sachant qu'on est contre le bord de la table? Parce que la position du robot n'est pas la position contre le bord du robot, mais au centre du robot, sur son centre de rotation. Or, entre le centre de rotation du robot et le bord du robot, il y a 12 cm. Donc si on est calé contre le bord de la table, on sera à 12 cm du bord de la table. Ensuite, dans la séquence d'initialisation, on va se déplacer jusqu'à 20-40, histoire de ne pas toucher le bord de la table, et on va attendre de tirer la gâchette. Une fois la tirette gâchée, on va rentrer en mode match, et en mode match, on va simplement se caler jusqu'à 60-40 avant de revenir à 20-40, ce sera pas mal. Allez, on essaye ça. Donc, je me cale ici. Évidemment, je démarre le robot, sinon ça marche pas.
J'enfonce la gâchette, ce qui va lancer l'initialisation. On se recale contre le bord de la table. Et on se déplace en 20-40. Allez, je tire. Voilà. Eh ben c'est pas mal pour un petit début. Allez, on garde ça comme ça. Et on va programmer la suite. Allez. On a un robot qui peut faire tout tomber. Non, on a un robot qui peut faire une séquence sur table. C'est magnifique. Maintenant, on va rajouter une petite composante à notre robot qui est la temporisation. Alors, qu'est-ce que c'est que la temporisation? Alors, la temporisation, c'est simplement chronométrer l'écoulement du match dès qu'on retire la tirette, et ensuite effectuer certaines actions ou pas en fonction de l'heure à laquelle il est. Et quand je parle de l'heure niveau match. Donc en secondes. Et pour faire cela, on va simplement définir 3 états du cerveau. Alors le premier état, c'est simplement l'initialisation, hein, le moment où on prépare le match, quand on se cale sur le bord, quand on met en place l'odométrie et tout ça. Alors le deuxième état, c'est le match en lui-même. Hein, à partir du moment où on retient la tirette, le match est lancé et on fait toutes nos actions sur la table. Et le troisième état que je vous conseille de faire, c'est un état de fin de match, dans lequel vous mettrez toutes les actions de fin de match, c'est-à-dire principalement retourner dans la zone finale, et lâcher les pièces, enfin, ou vous lancez la funny action, etc., etc. Et ces 3 états vont se déclencher à 3 moments différents. L'état d'initialisation va s'enclencher quand on mettra la tirette, l'état de match va s'enclencher quand on retirera la tirette, jusque-là tout va bien, et le troisième état se déclenchera à partir du chrono lui-même. Et du coup, niveau code, on retrouve nos 3 états ici, et ensuite, dans le match, on dit simplement dans quel état on est ou pas. On est dans l'état d'initialisation jusqu'à ce qu'on ait fait toutes nos actions d'initialisation, dans ce cas-là, on a terminé. On est en état de match dès qu'on a enlevé la tirette, jusqu'à la fin des actions de match, et enfin, on est en état de fin de match, à la fin. Par contre, la subtilité, c'est dans la commande d'envoi moteur. Dans cette commande d'envoi moteur, on envoie les commandes si on est dans l'un des 3 états. Autant l'état d'initialisation et l'état de fin de match, il n'y a pas vraiment de conditions. Autant l'état de match en cours, lui, il dépend du chrono. Et le chrono, c'est la différence entre le temps actuel et le temps de démarrage du match. Et dès que le chrono dépasse le temps de match voulu, nous sortons de l'état de match et toutes les actions liées à cet état seront simplement ignorées. Et pour faire nos essais, nous allons mettre un état de match de 10 secondes. Ouais, je sais, ça fait court, mais bon, c'est pour un essai, on va pas mettre 90 secondes, et voilà. Allez, j'envoie ça sur la carte. Et on va essayer ça sur la table. Allez, c'est parti. Donc, pour ce test temporisé, nous allons commencer, comme tout à l'heure, hein, en 20-40. Puis, nous allons ensuite naviguer tranquillement entre plusieurs coordonnées sur la table. Évidemment, cette navigation va durer que 10 secondes, parce que notre séquence de match est programmée pour durer 10 secondes. Et au bout de 10 secondes, nous arrivons sur la séquence finale demandant au robot d'arriver ici en 30-30. Allez, on essaye comme ça. Ben alors? Eh ben alors? Ah ben voilà. Allez, 0. Et voilà, le robot a fini son match de 10 secondes. Ah ben voilà, quand ça marche, c'est parfait. Allez, on retourne sous le bureau, on va bricoler ça. Et voilà, on a un robot qui peut faire un match proprement. Alors moi, en général, les temps de fin de match, je la déclenche à partir de 90 secondes. Comme ça me permet d'avoir le temps d'aller dans la zone finale et de faire mes actions. Mais vous pouvez aussi utiliser d'autres états, état de match 1, état de match 2, 3, 4, 5, pour séquencer plus précisément vos actions. Typiquement, cette année, vous avez les PAMI. PAMI qui doit être déclenché à 90 secondes. Vous pouvez dire que vous avez votre état de match jusqu'à 85 secondes. De 85 à 90, vous faites un état préparation de l'envoi des PAMI. À 90 secondes pile, vous déclenchez les PAMI. Et à partir de 95 secondes, une fois que les PAMI sont partis, vous pouvez aller dans votre zone finale. Alors ceci implique évidemment de créer une nouvelle fonction que je vous laisserai faire parce qu'elle est vraiment très simple. C'est simplement une fonction d'attente. Dire que tant qu'on n'a pas atteint tel chrono, on attend. Alors pourquoi attendre, me direz-vous?
Simplement pour éviter de déclencher les actions beaucoup trop vite. Typiquement, si notre match se déroule mieux que prévu et qu'au bout de 80 secondes on a terminé, on va pas déclencher les palmiers à 80 secondes, on risque de se prendre une pénalité. Donc, il faut faire des fonctions d'attente. Donc voilà comment faire un robot fonctionnel plus ou moins avec une Arduino. Maintenant, passons à la grosse bestiole qui est ici, celle que je vous ai promis en début de vidéo. Allez, on y va. Je pose le robot par là. Et on sort la grosse bestiole. Alors, qu'est-ce que j'ai mis dans le cerveau de mon robot? Premier élément, une petite Raspberry Pi. Je ressors la caméra. C'est pratique une caméra quand même. Hein. C'est très pratique. Faut que je la montre à Barba. Alors déjà, tout mon cerveau est structuré autour d'une Raspberry Pi 4. Parce que, Raspberry Pi, hein, communauté, documentation, tout ça, bon, vous connaissez. Ensuite, sur cette Raspberry Pi, j'ai mis un petit écran tactile. Parce que c'est toujours pratique d'avoir un petit écran sur son robot pour le programmer, par exemple. Ou le débugger, ou plein d'autres choses. Et de l'autre côté, nous avons un petit shield Adafruit pour des servomoteurs, que bon, la partie servomoteur va pas nous intéresser aujourd'hui. On verra ça plus tard. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est toute cette partie-là. Partie sur laquelle j'ai branché, comme vous pouvez le voir, un petit contacteur. Et c'est avec ça qu'on va gérer notre tirette. Alors le branchement dessus est très simple, je vous fais un petit schéma. Mais j'ai simplement reproduit l'Arduino avec son pull-up. Rien de bien méchant. Bon, maintenant qu'on sait tout ce qu'il y a dedans, on va le brancher, communiquer avec, et commencer à travailler avec. Allez, on le branche. Et il va démarrer. C'est allumé. Ça démarre. Ça va démarrer, rassurez-vous, ça. Ça démarre, parfait. Allez, on le pose là, et on sort l'ordinateur sous Linux pour travailler avec. Allez, c'est parti. Alors voilà, tout fonctionne, tout est prêt, tout est branché. Maintenant, il n'y a plus qu'à reprendre ce qu'on a fait sur Arduino et le remettre dans Raspberry Pi pour que ça fonctionne de la même façon. Mais pas tout à fait. Je m'explique. On pourrait reprendre le code tel quel et faire un joli programme avec ça, que voici. Et là, on va avoir très vite un problème. Autant ce programme se satisfait lui-même, et donc il peut fonctionner, autant on va devoir très vite multiplier ce programme. Parce qu'il va nous falloir un programme pour les fois on démarre du côté gauche de la table, des fois on démarre du côté droit de la table, des fois, on va faire juste un petit programme d'homologation, un programme de test, des programmes avec plus de férocité pour les phases de match de finale, par exemple, ou simplement un programme pépère pour juste montrer à ses copains. Alors tout cela va multiplier les programmes alors qu'on en a déjà un à maintenir, et parlons de la maintenance, parce que si on trouve un petit bug dans le premier programme, il va falloir corriger tous les programmes en espérant ne pas en oublier un, et ça va être vite infernal. Donc la meilleure chose à faire, selon moi, c'est de faire un programme qui est capable de tout faire, mais qui ne travaille pas tout seul. C'est-à-dire que ce programme va travailler avec une liste de tâches à effectuer, et cette liste sera un fichier XML. Alors pourquoi un fichier XML? Parce que j'aime bien ce format, et puis c'est mon robot, alors je fais ce que je veux. Alors plus précisément, j'aime bien les formats XML parce que c'est des formats architecturés, avec des balises, des nœuds de différents types, et ces différents types de nœuds vont correspondre à différents types d'actions sur le robot, par exemple bouger un bras, avancer, aller à cet endroit, ou tout autre genre de choses. Du coup, notre programme va avoir un fichier décortiqué, il va être capable de le décortiquer, et ensuite on va pouvoir multiplier les fichiers pour remplacer tous les autres petits programmes qui est autour. Et pour faire le choix entre un match du côté droit ou un match du côté gauche, on va mettre un petit bouton sur le robot, un bouton 3 positions, ce qui nous permettra de choisir droite, gauche ou homologation. Un petit programme qui nous servira à faire des démonstrations. Et du coup, notre programme, on l'a ici, avec la segmentation du match, la lecture des fichiers XML, et il ne reste plus qu'à tout tester maintenant. Allez, on lance et on regarde ce que ça donne. Alors, notre robot est en attente, ici j'ai le petit contacteur de la tirette. Si j'appuie dessus, il passe en mode préparation et il exécute toutes mes commandes de préparation, et il me dit qu'il est prêt pour le match. Et si je relâche, il exécute ma commande de match. C'est magnifique, ça marche. Alors, quelles sont les différentes actions que j'ai mis dans mon fichier de séquence? Il y a déjà une fonction echo qui permet simplement d'afficher, comme on peut le voir ici, tour 1, tour 2. Ça sert juste à afficher les messages pour qu'on puisse, nous, en débuguant, savoir où est-ce qu'on en est. Une fonction de score, parce que, oui, tant qu'à faire, autant que ce soit le fichier qui pilote le score qu'on va faire à la fin du match. Ça évitera que le robot le calcule et se trompe. Surtout que, souvenez-vous, on a du chronométrage. Donc si ces actions de score sont gérées par le chronométrage, si les actions ne sont pas faites, le score n'est pas décompté. Ce qui est plutôt malin. Ensuite, on a les actions de commande moteur qui vont être, elles, envoyées directement à la carte moteur. Et ensuite, deux petites actions d'attente, parce que de temps en temps, il faut attendre que le robot agisse, ou attendre un chronométrage particulier, comme par exemple pour lancer les PAMI, il faut attendre la seconde 90. Et du coup, notre fichier de séquence ressemble à ça, ce qui est quand même assez facilement lisible et éditable. Bon, c'est bien, on a notre séquencement de match, notre fichier d'instruction à faire. Maintenant, il faut mettre tout ça dans le robot. Maintenant, on va brancher le robot à la carte moteur, on va les faire communiquer entre eux. Bon voilà, tout est branché, c'est magnifique.
Hop là, ne pas perdre la connexion. Et là, on va être confronté à un petit problème. Alors, je vous explique. On a notre petit programme. Il a ses séquences, notamment les séquences de commande moteur à envoyer, et il doit les envoyer à la carte moteur. Et pour ça, il va utiliser un tuyau qui s'appelle le port série. Or, le port série a un petit nom bizarre. Et bon, jusque-là, c'est pas trop grave, parce que si on connaît le nom, bah, il suffit de le dresser et c'est fini. Alors pour l'instant, tout va très bien, parce que ce port série tout seul, donc ce petit nom bizarre, c'est lui qui l'a. L'ennui, c'est qu'on risque de multiplier les périphériques, et donc les ports série qu'on va utiliser. Et le problème, c'est que les petits noms bizarres, eux, sont donnés par l'OS en fonction de l'ordre dans lequel on branche les ports série. Du coup, si on en a plusieurs, lequel correspond à la carte moteur? Eh ben on ne sait plus. Et donc le robot va être perdu. Ce qui est un peu dommage de se perdre dans sa propre tête. Du coup, pour régler ce problème, on va utiliser le DevAdmin, c'est-à-dire le gestionnaire des périphériques. Tous les périphériques, notamment les périphériques USB, ont des identifiants, notamment l'ID vendor et l'ID product qui correspondent plus ou moins au numéro de série du périphérique. Du coup, on va créer un petit fichier règle pour que notre gestionnaire retrouve le périphérique et lui donne un joli petit nom qu'on aura souhaité. Et ici, notre carte moteur, on va l'appeler USB moteur. Et à partir de là, il s'appellera toujours USB moteur, et là, notre robot sera toujours retrouvé. Et un petit programme, il est content, parce que parmi tous ces tuyaux, il sait vers lequel envoyer les informations. Et là, on s'en est enfin sorti. Mais on va avoir un autre petit problème. Et oui, parce que notre petit programme, lui, il lit les informations, il envoie les informations dans le tuyau, mais il n'y a pas que les informations qui passent par le tuyau, il y a aussi tout ce que la carte moteur remonte, notamment la position du robot. Alors oui, il pourrait la lire et la traiter, mais le problème c'est que s'il fait l'un, il peut pas faire l'autre. Enfin si, techniquement il pourrait, mais il pourra pas les faire exactement les deux en même temps, donc il fera soit l'un, soit l'autre. Et c'est pas ce qu'on veut. Non, nous, ce qu'on voudrait, c'est que quelque chose lise en permanence la position qui est remontée de la carte moteur pour nous l'afficher, pour pouvoir nous faire du debug. Et potentiellement plein d'autres choses qu'on verra plus tard, comme par exemple de l'évitement. Et pour ça, mesdames et messieurs, je vous présente le thread, ou fork, ou petit programme indépendant. Non, ça n'a rien à voir avec les PAMI, c'est dans le cerveau. Alors ce petit programme est généré par le gros, et a pour fonction de lire tout ce qui remonte de la carte moteur, pour récupérer la position et aussi l'information pour dire si oui ou non on a terminé le mouvement. Et si on a terminé le mouvement, bah dire au programme principal de continuer sa séquence. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Enfin, sous le papier, parce qu'en code, c'est... Bon, allez, maintenant, on lance. Et qu'est-ce qu'on a? Alors, le fichier de séquence est bien chargé. Et on voit déjà les informations qui remontent du robot, notamment la séquence en elle-même qui est remontée du robot, et son découpage en position X, Y et Z. Et on voit également qu'à la fin de la séquence, on a bien 1, parce que le robot a fini de bouger. Normal, il attend. On a ensuite la petite checklist de choses à faire. D'ailleurs, je vous conseille fortement de mettre ce genre de checklist sur votre robot. Ça vous permettra déjà d'une, de ne pas oublier de choisir un côté de match. De deux, de ne pas oublier le bouton d'arrêt d'urgence, parce que s'il est enclenché, c'est dommage, mais le robot va pas bouger. Et enfin, insérer la tirette en dernier. Allez, j'appuie sur la tirette. Et on voit toutes les informations qui sont envoyées au robot. Et notamment la position qui a été mise à jour. Alors évidemment, là, on a un autre souci, le robot bouge pas, parce que il n'a pas de batterie, il est juste branché, histoire de pouvoir communiquer. J'ai rajouté dans le programme principal une temporisation de 5 secondes sur les commandes. C'est-à-dire que si le robot n'a pas fini de bouger au bout de 5 secondes, on considère qu'il est coincé pour une raison ou pour une autre, et donc on passe à la commande suivante. Allez, je relâche la tirette et on lance le match. Et maintenant, on voit le robot qui fait son match. Et vu qu'il bouge pas réellement, ça va être très long, parce qu'il a 8 positions à faire, à 5 secondes chacun, on va vite s'ennuyer. Et donc voilà, on a fini notre programme. Il n'y a plus maintenant qu'à brancher le cerveau sur le robot, et le rendre autonome. Allez, je le fais, on se rejoint juste après. Bon, ben voilà, on a un robot tout monté, tout beau. Bon, premier moment de stress, on l'allume, voir s'il démarre. Il démarre! Wouh! Ah, c'est génial. Bon, il n'y a plus qu'à tester ça sur la table. Allez, c'est parti. Bon, testons la version Raspberry Pi. Allez. Alors bon, je me suis pas embêté, hein, j'ai repris le même principe que tout à l'heure, c'est-à-dire on démarre d'ici, on fait 4 points sur la table et on arrive en 30-30, ici. Donc, on démarre d'ici. Évidemment, le bouton d'urgence, on ne l'oublie pas, sinon on ne va pas bouger, et on enfonce la tirette. Il se recale, en position de départ.
Allez, c'est parti. Premier point. Deuxième point. Ouais. Ah, ça fait le pied. Allez, dernier point. Et arrivé. Et ben voilà. Que demander de mieux? On a exactement ce qu'on voulait. Allez, on se tait, on s'arrête. J'ai dit qu'on s'arrêtait. Allez, on y va. Et ben voilà. On a un robot autonome sur une table. Il est donc capable de faire tout ce qu'il veut. Bien, maintenant qu'on a un robot autonome, on a un léger petit souci. Le souci, c'est que le robot n'est pas tout seul sur la table, et par conséquent, on va devoir trouver et éviter le robot adverse. Et pour ça, on va avoir besoin de ceci. Un joli petit truc qui s'appelle un lidar. Mais ça, ce sera pour la prochaine fois. Allez, amusez-vous bien avec vos robots. Bon, testons un peu cela. CDSV, SVN, robot 2024. Source. On doit bien voir un main paint. Hop là, testons. Alors, je démarre d'ici. Je capture celui-là. Je capture celui-là, je les dépose ici. Je capture cette plante, je la mets dans cette jardinière. Ah, et j'oublie pas mes panneaux solaires quand même, hein. Parce que faudrait pas exagérer que. Voilà. Je lance mes PAMI en fin de match et j'arrive ici. 1247 points. Oh, c'est pas mal, t'en penses quoi, mon lapin?